La science ne pense pas, disait Heidegger. Cette phrase est très polémique, il faut le savoir. Et pour en parler, nous allons avoir donc Jean Bricmont qui va défendre un certain point de vue, vous le verrez, et en face de lui, Basarab Nicolescu qui aura un point de vue différent, vous allez le voir. Donc le problème qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la science et la pensée. Il y a cette relation entre donc, le mot la science et le verbe penser, qu'il va falloir que nous articulions l'un avec l'autre. Et pour ce qui est de la science, on peut déjà constater qu'au départ, effectivement, l'homme s'est vraiment posé la question de qu'est-ce qu'il faisait dans l'univers. C'est toute la création mythologique qui est une protoscience, cette protoscience qui a été très incrustée dans tout un domaine qui était un domaine théologique, et la séparation de la science d'avec la théologie est apparue pratiquement au même moment que lorsque la philosophie s'est séparée de la théologie. On avait d'un côté Descartes qui affirmait l'autonomie de la philosophie par rapport à la théologie, pendant que Galilée affirmait lui aussi l'autonomie de cette science naissante qui devait par conséquent ne plus tenir compte de données théologiques. Donc par rapport à cette autonomie de la science qui débouche sur la science moderne, et il faut bien comprendre que la phrase de Heidegger se centre sur ce problème de la science moderne. Nous devons donc nous demander qui pense la science. Est-ce qu'il y a une pensée de la science? Est-ce que à l'intérieur de l'activité du scientifique, il y a une pensée sur ce qu'il fait ou non? Et ultimement, nous nous poserons la question de l'éthique qui est liée à cette science, puisque science sans conscience n'est que ruine de l'âme, disait Rabelais, et par conséquent, on devra bien être obligé de regarder l'activité du scientifique. Peut-être dans un premier temps, je vais demander à Basarab de peut-être réagir par rapport à cette phrase de Heidegger et peut-être la remettre dans son contexte littéraire. Philosophique, oui. Et philosophique, oui. Et scientifique. Alors, c'est une phrase qu'on entend très souvent, n'est-ce pas? Et c'est une phrase provocatrice et même scandaleuse sur un certain plan, parce qu'on la détache du contexte, on dit la science ne pense pas. Elle est scandaleuse pour les scientifiques, parce que les scientifiques pensent qu'ils pensent. Et ils pensent même, il y a certains scientifiques qui pensent qu'ils pensent plus que les autres êtres humains. Bon, alors c'est scandaleux. Alors, si cette phrase apparaît dans un texte, dans un livre de Heidegger qui s'appelle Qu'appelle-t-on pensée, qui a été publié en 1954. Alors, la phrase exacte, et je vais la lire doucement et peut-être la commenter en même temps. Elle dit: elle ne pense pas, elle, la science, elle ne pense pas parce que sa démarche et ses moyens auxiliaires sont tels qu'elle ne peut pas penser. Bon, jusque-là, c'est presque un cercle vicieux. Mais après, il dit, la relation de la science à la pensée n'est authentique et féconde que lorsque l'abîme qui sépare les sciences et la pensée est devenu visible. Et lorsqu'il apparaît qu'on ne peut jeter sur lui aucun pont. Il n'y a pas de pont. C'est une affirmation quand même très forte. Voilà donc le contexte des phrases exactes autour de cette idée « la science ne pense pas », et je crois personnellement qu'on peut partir de ce texte tel qu'il est pour entrer dedans. Parce que, évidemment, personnellement, je dis d'emblée, si vous m'interrogez, je le dirai pourquoi, je pense que Heidegger a à la fois tort et raison. Jean, quelle est votre réaction par rapport à cette lecture commentée de Basarab? Moi, je ne suis pas philosophe et je ne veux pas. Je veux donner simplement une réaction qui est basée sur la façon dont moi je vois l'impact de la science sur la philosophie. Et donc, la naissance de la science moderne avec Galilée, Newton, etc. À mon sens, c'est une double innovation. D'une part, on se rend compte qu'il y a un certain nombre de controverses qu'on peut résoudre, qu'on peut trancher par des moyens empiriques. Le mouvement de la Terre par rapport au Soleil, le mouvement des comètes, etc., des mouvements astronomiques. Il y a un certain nombre de choses qu'on peut trancher en combinant la réflexion avec l'observation et plus tard avec les expériences. Ça, c'est première rupture par rapport à la spéculation et par rapport à la recherche
de vérité, si on veut, absolue. On a des vérités qui sont seulement dépendantes de nos observations et qui par conséquent sont révisables, pas certaines. Elles ne sont pas certaines comme dans les certitudes qu'on pouvait trouver dans la métaphysique ou chez Descartes, des choses comme ça. Oui. Première rupture. Deuxième rupture, et ça c'est important, c'est peut-être là qu'on arrive à Heidegger, même si je ne prétends pas le comprendre entièrement, c'est un scepticisme par rapport à des démarches spéculatives ou des démarches coupées de l'expérience. C'est-à-dire, par exemple, la philosophie, justement, la métaphysique, l'intuition, la tradition religieuse, culturelle, ceci est vrai parce que mes parents me l'ont dit, parce que mes professeurs me l'ont dit, etc. Et donc il y a ce double aspect, et l'impression que j'ai du peu que je connais, c'est que chez Heidegger, il y a une volonté de sauver la possibilité, sinon de répondre, au moins de poser des questions qui vont au-delà de ce qu'on peut scientifiquement connaître. Et il me semble qu'il veut réintroduire une démarche que traditionnellement des philosophes plus scientifiques appelleraient métaphysique. Alors quand je parle de philosophes scientifiques, je pense à ceux qui ont plus ou moins incorporé à leur pensée, à leur démarche, la révolution scientifique telle que je la décris, et je pense par exemple aux empiristes anglais, Bacon, Hume surtout. Oui. Je pense aux matérialistes français, aux philosophes des Lumières, Voltaire qui écrit les Lettres d'Angleterre, Diderot et puis les autres, les matérialistes. Et au XXe siècle, je pense ce qu'on a appelé le positivisme logique, le cercle de Vienne, oui. ou bien des gens comme Bertrand Russell, ou des gens comme, donc dans le cercle, des gens comme Carnap par exemple. Oui. Ce sont des philosophes qu'on peut aimer ou pas aimer, et probablement que Heidegger et eux ne s'aimaient pas mutuellement. Et il y a clairement au XXe siècle une divergence, si on veut, dans la philosophie. D'une part, une tradition qu'on appelle analytique, qui est plus ou moins inspirée peu ou prou, avec des divergences rares, par le cercle de Vienne, et puis une philosophie plus continentale qui, d'une certaine façon, se continue, si on veut, dans la tradition métaphysique, sans incorporer, à mon avis, cette double révolution scientifique. Tout d'abord, je me permets de dire, en illustrant avec des cas précis, pourquoi je crois que Heidegger a raison. Ensuite, je dirai pourquoi je crois qu'il a tort. Donc, je vais prendre les deux positions, qui sont les miennes d'ailleurs aussi. Je crois qu'il a tort et il a raison. Tout d'abord, pourquoi je crois qu'il a raison. Heidegger renoue avec une tradition très ancienne, philosophique, qui est celle de Parménide. On peut peut-être dire un mot sur Parménide. Hein. Parménide, c'est les fondateurs, voilà. Les fondateurs de l'ontologie. Oui. Ce qu'on appelle l'ontologie en philosophie. Bon, et il cite souvent les fragments 6, qui est célèbre, et qui dit « car penser et l'être est les mêmes ». Ça, c'est Parménide. Donc, la question, c'est l'être. Qu'est-ce qu'on appelle l'être? L'ontologie. Et de ce point de vue, c'est presque évident que Heidegger a raison. Pourquoi? Parce que par méthodologie, il n'y a pas de science sans méthodologie, et ça on l'oublie souvent. Il y a une méthodologie scientifique. Elle a été définie par Galilée en 1632 dans son livre magnifique sur le discours sur les deux grands systèmes du monde, où il dit qu'il y a 3 postulats de la science. Sans ça, il n'y a pas de science. Premièrement, il y a les lois mathématiques universelles. Deuxième postulat, quand il dit ces lois universelles peuvent être découvertes par les expériences scientifiques. Et là, ce n'est pas si innocent que ça, parce que l'expérience scientifique, ça veut dire un type d'expérience très bien défini. Avec protocole, etc. Bon. Oui, c'est ce qu'on appelle l'experimentum crucis. Voilà. C'est-à-dire l'expérience qui va décider de la validité bien sûr. Et ça, c'était dit il y a quelques siècles. Bon. Et troisième postulat de Galilée, n'est-ce pas, la répétabilité parfaite de ces données expérimentales.
Bon, c'est une sorte de but de la science qui était définie, qui n'a pas changé. Malgré les révolutions scientifiques, les trois postulats sont toujours là. Bon, de ce point de vue de la méthodologie, c'est clair que la science interdit de parler des lettres. C'est interdit. Ce n'est pas une question que c'est un choix ou une démonstration, ce serait absurde. La science ne démontre rien sur le plan des lettres. Simplement, il l'interdit à l'aborder, sauf évidemment aux frontières. Pourquoi? Parce que l'être évidemment n'est pas réputable. C'est pas dans les laboratoires qu'on va trouver l'ontologie et l'être. Enfin, c'est presque dérisoire. Donc ça, c'est évident. Pourquoi aussi je dis qu'il a raison? C'est parce que les scientifiques, il y a des scientifiques et des plus grands qui ont pensé la même chose. Je vous donne une simple remarque de Max Planck dans l'image du monde dans la physique moderne, où il dit à peu près cela: ainsi la recherche théorique progresse-t-elle de la réalité vers le réel métaphysique? Le mot est dit, et c'est le fondateur quand même de la physique quantique. L'homme des sciences se heurte à une frontière que la science n'est pas en mesure de franchir. Il dit presque les mêmes mots que Heidegger, avant Heidegger, à propos, et personne n'a protesté d'ailleurs. N'est pas en mesure de franchir, autrement dit l'abîme dont parlait Heidegger. Le monde réel métaphysique n'est donc pas le point de départ de la recherche scientifique, mais son but inaccessible. Les mêmes mots sont dits, c'est presque des phrases identiques. Je vous donne aussi une prise de position des Poincaré qui montre pourquoi il a tort, pourquoi Heidegger a tort. Heidegger a tort parce qu'il confond, ce qui est normal, la science et le scientifique. Donc je crois qu'il faut distinguer ce qui est la science et les grands scientifiques. J'appelle grand scientifique celui qui a créé, qui a donné quelque chose vraiment d'essentiel. Et ces grands scientifiques se posent les mêmes questions et ils pensent. Ils pensent dans le sens de Heidegger, c'est ça qui est étonnant. Je donne une citation qui m'a plu beaucoup de Poincaré, ça se trouve dans La valeur de la science. Il dit: tout ce qui n'est pas pensé est le pur néant. Le mot est dit, penser. Oui. Heidegger a tort, un scientifique va beaucoup plus loin. Nous ne pouvons penser que la pensée, dit Poincaré. Et cependant, l'histoire géologique nous montre que la vie n'est qu'un court épisode entre deux éternités de mort. C'est presque poétique ce qu'il dit, et que dans cet épisode même, la pensée consciente n'a duré et ne durera qu'un moment. La pensée n'est qu'un éclair au milieu d'une longue nuit. Et sa conclusion, c'est la dernière phrase d'ailleurs, dernier mot de La valeur de la science, il dit: c'est cet éclair qui est tout. Alors dire que les scientifiques ne pensent pas, c'est vraiment que la science ne pense pas, c'est vrai. Mais que les scientifiques ne pensent pas, c'est complètement faux. Et c'est quand même les scientifiques qui font la science. Oui, on est d'accord. Je pense qu'il y a une chose, c'est la science qui se décrit et ce que l'on dit de la science que l'on décrit. C'est exact. Donc je pense que c'est un peu là où la dichotomie se passe. Mais Jean, je pense qu'il y a plein de choses à dire là-dessus. Oui. D'abord, moi j'ai tendance à ne pas partager le point de vue que la science se définit par sa méthodologie et est limitée par sa méthodologie. Et pour moi, la science se montre pas tellement par la méthodologie, mais par les résultats. C'est-à-dire que vous avez à la fois des coïncidences, si on veut, entre prédiction théorique et expérience, et vous avez la technologie, qui est un véritable miracle si on le regarde, disons, vu des siècles antérieurs. Si on prend une voiture, un avion, etc., on l'amène au Moyen-Âge, les gens diront c'est un miracle. Donc je ne définis pas la science par des prémices, si on veut, méthodologiques, mais par le résultat. Alors, première remarque. Deuxième remarque sur la question de penser. Justement, ce serait peut-être bien de ne pas penser de façon métaphysique. Donc, ma réflexion à moi, mais qui est celle aussi comme des philosophes que j'ai cités, c'est que la science, que la découverte scientifique permet de penser les limites de la pensée humaine, pas de la pensée scientifique, de la pensée humaine tout court. Et donc il y a un au-delà de l'expérience, un au-delà de ce qu'on peut connaître par la raison et par l'expérience, qui est effectivement inatteignable. Je trouve que c'est une magnifique illustration, ce que Jean Bricon dit, du fait que les scientifiques pensent.
on a un acte vivant de la science qui pense, hein, dans sa prise de position. Je trouve ça très intéressant, mais je crois ce qui est aussi intéressant, je crois, c'est d'avoir la rigueur scientifique pour son propre discours, c'est-à-dire savoir quand on dépasse les limites de la science. Quand j'ai entendu les mots que la science peut juger la pensée humaine tout court, j'ai frémi d'horreur dans un sens. J'ai dit qu'elle menait une réflexion sur les limites de la pensée mais humaine. comment il peut le faire, enfin? C'est évident qu'elle n'a pas les moyens. Si, je veux dire, la pensée humaine tout court, c'est des mots qui ne sont pas scientifiques. Parce qu'on ne sait pas tout court ce que ça veut dire. Mais c'est parce que, non, justement, la pensée humaine tout court. Non, je pense, pour moi, la bonne attitude philosophique après la révolution scientifique a été de se rendre compte, d'une part, que sur certains problèmes, on avait les moyens de résoudre, l'âge de la Terre, la structure jusqu'à un certain point de l'espace-temps, la structure de la matière, etc., qui étaient des questions philosophiques et auxquelles on peut répondre, scientifiquement. Et puis alors, il y a des questions sur pourquoi y a-t-il de l'être plutôt que rien, pour prendre un exemple, auxquelles on n'a pas de réponse, mais on n'a pas de réponse tout court. On n'a pas une réponse a priori de façon philosophique, et puis simplement dire que la science n'a pas de réponse. La science n'a pas de réponse, l'être humain n'a pas de réponse. Ça, c'est l'attitude qu'on peut prendre parce qu'on se rend compte petit à petit, avec les découvertes scientifiques, que finalement, il y a des questions auxquelles qu'on n'arrive pas à trancher, parce qu'on n'arrive pas à les soumettre au verdict de l'expérience. Mais je voulais donner un exemple d'un philosophe, quelqu'un qui est en général considéré comme un philosophe, qui est Hume. Quand il écrit l'essai sur l'entendement humain, quelle est la phrase qui termine l'essai? C'est une phrase assez brutale. Il dit, quand vous prenez un livre de théologie ou de métaphysique dans une bibliothèque, posez-vous la question suivante, je ne le cite pas littéralement, mais il dit, est-ce qu'il contient des raisonnements abstraits sur les nombres ou des figures géométriques? Est-ce qu'il contient des raisonnements à partir de questions de faits? Si ce n'est ni l'un ni l'autre, alors jetez-le au feu, car il ne contient que sophisme et illusion. C'est assez brutal comme phrase, pourtant c'est une attitude d'un philosophe qui est parfaitement conscient de faire de la philosophie, mais qui raisonne à partir de la révolution scientifique, et qui raisonne en attitude sceptique, pas par rapport à tout comme on croit souvent, mais par rapport à la métaphysique et implicitement à la religion. Et donc, cette attitude-là, vous la retrouvez évidemment chez des scientifiques, mais vous la trouvez chez un certain nombre de philosophes. Et je trouve que c'est important de comprendre que la philosophie est divisée, que des gens qu'on appelle philosophes, comme Hume ou Russell, etc., vont partager ce point de vue, qu'on peut aimer ou ne pas aimer, mais pour lequel j'ai une certaine sympathie. C'est pas simplement des scientifiques ignorants, arrogants, qui ne savent pas de quoi ils parlent, etc., mais ce sont des gens diplômés de philosophie, qui ont fait des études de philosophie, j'en rencontre beaucoup, par exemple, dans le monde anglo-saxon, qui ont cette attitude. On est d'accord. Anti-spéculative. Je pense que ça ouvre la discussion maintenant sur la science a quand même modifié le regard que nous avions sur l'univers, et ce regard sur l'univers s'est exprimé d'une certaine manière, et je pense que là, il y a quand même une activité scientifique, une activité philosophique, je veux dire, par rapport à ce nouveau regard, et je propose que nous regardions ça dans un deuxième moment, dans cette discussion. Je pense qu'on est d'accord que notre regard sur l'univers a formidablement évolué. Quand on pense au regard d'un Grec quand il levait les yeux et qu'il regardait l'univers, voyant la Terre plus ou moins comme une galette, même s'il y a des interprétations de Terre ronde qui commençaient déjà à se profiler. Si on regarde le regard de Galilée qui donc met le Soleil au centre de l'univers, même si de fait il y avait déjà eu des anticipations, donc il y avait quand même une modification du regard sur l'univers. L'apport darwinien sur le phénomène de l'évolution qui situe l'homme dans une progression et non pas dans une émergence brutale, je crois que toutes ces données montrent que le regard que l'on a sur l'univers et l'homme dans l'univers sont donc quand même conditionnés d'une certaine manière par les apports scientifiques. Alors ce que je voudrais peut-être c'est que on voit un petit peu ce que disent quand même ces scientifiques, donc dans une attitude qui est de fait parascientifique ou au-delà du scientifique, pour ne pas aller dans le métaphysique que dénonçait Jean tout à l'heure. Bassarab. Oui, je crois tout d'abord, pour ne pas se perdre dans des considérations historiques sans fin,
qu'il faut se limiter à la révolution scientifique du dernier siècle, qui a deux grandes constructions intellectuelles, il faut bien le dire, qui datent déjà d'un siècle, la mécanique quantique et la théorie de la relativité, qui pour l'instant, ils ne sont pas dépassés. Pas du tout, même ils sont restés en état de séparation. La physique quantique, je la pratique depuis 40 ans. Et donc j'ai vu de mes propres yeux, pendant ma propre évolution des scientifiques, des changements étonnants, oui, dans la vision du monde. Mais je dirais il y a un point qui me semble focal et central dans cette contribution des scientifiques à la pensée tout court, à la pensée philosophique. Une idée nouvelle, complètement nouvelle en science, qui est celle de l'abolition de la coupure épistémologique entre le sujet et l'objet. Ça, c'est Heisenberg qui l'amène dans ce livre qui est vraiment fondamental, qui s'appelle Philosophie, les manuscrits de 1942. Et Jean-Marc Lévy-Leblond a eu la superbe idée de les publier au seuil. Quelle est l'idée de base de Heisenberg qui développe le plus? Mais Pauli a la même idée, Bohr la même idée. L'idée de base, c'est qu'avec la physique quantique, la mécanique quantique et en même temps avec la physique quantique, nous sommes plongés dans une autre relation entre les sujets et l'objet. Ils sont toujours distincts, bien sûr. Mais on ne peut plus parler d'une coupure totale entre les sujets et l'objet. Comme si, entre les deux, il n'y avait rien que l'observation scientifique, dite scientifique, qui est elle-même chronocentrique. Alors, cette idée-là, ils se fondent sur leurs travaux. Ce n'est pas des idées de wishful thinking, ce n'est pas des idées des philosophés. Ils se fondent sur le principe de superposition, qui est quand même central dans la physique. Il n'y a pas de mécanique quantique sans le principe de superposition. Et tous ces développements, toutes les histoires qui sont après, la complémentarité, ça, c'est des dérivés. Mais l'essentiel, c'est le principe de superposition. Et dans cette non-coupure épistémologique, Heisenberg amène l'idée des niveaux de réalité, ou régions de la réalité, il les appelle. Il en distingue trois catégories. Et c'est très intéressant parce que c'est en plein dans la discussion qu'on a eue précédemment sur Heidegger. Il dit qu'il y a une région où la proximité entre le sujet et l'objet n'est pas grande, c'est-à-dire ils sont assez lointains. La notion d'objectivité ancienne fonctionne parfaitement. Et c'est la science classique, la physique classique, dont l'apogée, c'est la théorie de la relativité d'ailleurs. Bon. Il y a une deuxième région, dit Heisenberg, d'une proximité plus grande, encore une distinction, ce n'est pas une fusion, ce n'est pas des confusions, mais une proximité plus grande dans les sujets et l'objet, où les sujets opèrent comme des découpages dans la réalité, de telle manière que la réalité est modifiée elle-même, non pas par la volonté du sujet, bien sûr, mais par sa propre intervention, tout simplement. Bon, et sa propre existence, intervention en tant que mesure, en tant qu'appareil de mesure, en tant que... Et là, il dit, dans cette région-là, nous avons la mécanique quantique, la biologie et le psychisme, toutes les sciences du psychisme. Enfin, il distingue une troisième région où la proximité est presque totale, elle n'est pas totale, elle ne peut jamais être totale entre le sujet et l'objet. Il parle des phénomènes d'ordre religieux et d'ordre esthétique. C'est une idée qu'on trouve sous d'autres formes chez Pauli, mais c'est la même idée. Il y a une deuxième idée essentielle de Heisenberg, qui développe pas seulement dans ses livres, mais dans d'autres livres qui sont traduits en français, l'idée que la logique habituelle ne fonctionne plus dans cette deuxième région dont il parle de la mécanique quantique. Et il parle du tiers inclus. C'est-à-dire dire, par exemple, qu'il y a un livre ici, où il n'y a pas de livre, il n'y a pas de doute, c'est soit vrai, soit faux. Bon. Il y a en mécanique quantique, c'est pas du tout comme ça. Tout à fait. Donc une autre logique, nous savons très bien, nous qui la pratiquons, c'est le pain de tous les jours. Oui, bon. Oui, oui. Bon, donc il y a une troisième logique quantique, qui sont des logiques nouvelles. Bon, alors, ça ouvre la porte à quelque chose, à mon avis, d'extraordinairement intéressant, toutes ces remarques qui sont partagées par ses fondateurs. Ça ouvre la porte à une science qui a de l'humilité. C'est-à-dire, ce n'est pas une science qui se prétend la détentrice de toute la vérité qui existe dans ce monde.
Il s'est dit, nous avons une portion de la vérité, un regard, un aspect, et là, nous pouvons commencer à dialoguer avec les autres formes de connaissances. Ça me semble un événement capital que Heidegger n'a pas prévu. Jean, alors... Oui, je vais m'inscrire en faux, je pense. Oui, je ne suis pas d'accord avec ça. Je cite les effets, hein. Non, mais attends. Bon, Attendez. je peux donner des Non, mais oui, que Heisenberg dit ça, je ne le conteste pas. Je voudrais développer une autre perspective. Je voudrais d'abord signaler que quand on parle de la science, des révolutions scientifiques du XXe siècle, ce que vous dites est tout à fait juste si on parle de la physique, mais il y a la biologie, il y a le développement du darwinisme, de la génétique, l'ADN, etc. Ça, c'est des grandes découvertes qui dominent en fait notre époque, et le développement alors aussi des sciences cognitives, etc. On a décidé de ne pas faire de querelle de spécialistes. Je vais simplement enregistrer le fait que, historiquement, il existe d'autres façons de penser la mécanique quantique, et il y a des objections très explicites qui feraient une autre émission et qui seraient beaucoup plus techniques, mais vous avez tout un courant. Vous avez Einstein, Bohm, Bell, De Broglie par moment, Schrödinger par moment, et surtout Bell, qui est le plus clair, John Bell, qui est le plus clair défenseur de la critique de l'idée qu'il doit y avoir une logique quantique, de la critique des idées de Bohr. Il faut lire son livre. J'ai lu. Non, mais je ne dis pas que vous ne l'avez pas lu. Je dis, je voulais seulement citer son livre Speakable and Unspeakable in Quantum Mechanics. Ce livre est une critique très explicite et à mon avis très claire de cette idée. Alors, je pense que quand vous parlez d'humilité, ce que moi je trouve intéressant dans la science, du point de vue culturel, c'est peut-être l'inverse exactement, c'est pas l'humilité de la science, mais c'est l'humilité de l'être humain et l'humilité des cultures particulières par rapport à l'universel. Et donc je trouve qu'en plaçant l'être humain dans l'univers, sur une planète, perdue quelque part dans l'univers, comme je dis parfois, un peu de moisissure que la sélection naturelle a mené d'un cerveau, c'est une façon poétique de s'exprimer, mais quelque chose qui n'a pas le côté central que les religions réservent en général à l'homme, parce que les religions, en tout cas les religions du livre, donnent un rôle inouï, d'une certaine façon. Il y a ce Dieu qui est tout-puissant, qui nous a créés à son image, etc. Ça donne un rôle très important à l'homme, et je pense que la science, par rapport à ça, donne un rôle beaucoup plus modeste à l'homme. Et je trouve cette modestie salutaire, parce que la volonté de puissance, la croyance à toute puissance de l'être humain est extrêmement destructrice. Et d'autre part, elle enseigne une modestie à ce que M. Nicolescu appelle peut-être les autres formes de connaissances, qui sont les connaissances de type culturel, religieuse, etc., et qui, à mon avis, ont besoin de cette modestie pour simplement coexister, pour que les êtres humains puissent coexister entre eux. Ils doivent croire qu'ils n'ont pas la vérité absolue qui se trouve par exemple dans les religions révélées ou dans la supériorité d'une race, d'une culture, etc. Et ces croyances dans votre propre supériorité, à la fois comme être humain par rapport aux animaux, par rapport au reste de l'univers, ou bien comme chinois, comme hindou, comme américain, comme européen, etc., la croyance dans la supériorité est minée par l'approche et la démarche scientifique, et par la séparation du sujet et de l'objet. On vient de voir que la science ne peut pas s'empêcher d'avancer, de progresser. On est aussi amené à le voir dans un contexte qui est un contexte à la fois sociologique, mais un contexte aussi qui est un contexte économique, et où on constate actuellement des pressions, on a quelques exemples récents, de pressions très fortes sur le domaine des sciences qui ne sont pas la technologie. Donc il y a des remarques de Lévy-Leblanc, par exemple, montrant qu'on est dans une rupture avec un glissement qui passe donc de cette donnée purement de recherche vers des applications pratiques, c'est-à-dire un rendement, et avec une prise de pouvoir d'un certain nombre d'acteurs économiques sur, par exemple, des brevets. La chasse au cerveau est lancée, on le sait très bien, c'est-à-dire que les grands États ont tendance à attirer
par des primes, par des postes, les chercheurs de haute gamme, que ce soit dans la biologie ou que ce soit même dans des recherches beaucoup plus fondamentales. Alors, je voudrais vous demander qu'est-ce que ça amène de votre part comme réflexion. Est-ce que ce ne serait pas justement un manque de regard philosophique au niveau des gouvernants, quoi. Vous voyez, au niveau d'une espèce de hauteur de vue sur les enjeux scientifiques. Oui, mais donc, il faut se rendre compte qu'ici on sort du débat purement philosophique. Bon, on entre dans un domaine, si on veut, politique, et le problème c'est que l'échelle de temps à laquelle on se place est différente. C'est-à-dire que quand je parle de révolution scientifique, je parle de ce qui s'est passé au cours de 3 siècles, où je parle de Darwin, c'était au 19e siècle, etc., l'impact de découverte. Ici, on est dans une étape de ce qu'on pourrait appeler la commercialisation du monde, parce qu'il n'y a pas que la science qui se commercialise, toutes les activités, les services publics, la télévision, la culture, etc., etc. Donc vous avez ce problème général. Je ne sais pas si c'est un manque de regard philosophique ou bien un manque simplement d'intérêt pour la science pure, la connaissance en tant que telle, le long terme. Parce que la science, la connaissance scientifique, évidemment, est aussi génératrice alors de révolutions technologiques, mais dans le long terme. Mais si vous regardez la pratique des entreprises, moi je ne suis pas spécialiste, mais ce que je lis ici et là, c'est qu'effectivement on ne pense pas au long terme. On ne pense pas aux problèmes écologiques, etc. Donc, il y a la commercialisation du monde implique l'abandon du long terme. Mais est-ce que ça va durer? Est-ce que ça va mener à une catastrophe qui fera que les gens se réveilleront? Ou qu'il y aura, je ne sais pas, il peut y avoir des guerres, il peut y avoir des révolutions. On ne sait pas de quoi est fait l'histoire. D'accord? Donc, je ne sais pas ce qui peut se passer. Bon, moi, je suis très, comment dirais-je, j'ai une attitude très négative par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Mais je tiens à souligner que pour notre débat, on se place dans un autre cadre temporel et conceptuel. C'est vrai, mais on peut quand même dire que est-ce qu'il n'y a pas justement une nécessité de vulgarisation scientifique auprès du grand public pour que des décisions soient prises. Certainement. Et donc on est de nouveau quand même dans notre contexte, c'est-à-dire qu'est-ce que le scientifique va être amené à dire sur son activité. Bien sûr. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Et aussi, d'ailleurs, ma position est tout à fait en accord avec celle de Jean Bricmont. Je voudrais simplement amener un regard complémentaire qui rejoint cette idée que la responsabilité, à mon avis, d'aujourd'hui du scientifique, c'est justement de l'auto-réflexion et de l'autocritique dans un sens, vulgarisation comprise, bien sûr, mais aussi d'autres aspects. J'essaie de m'expliquer. L'idée simple que je vais développer, qui n'est pas que la mienne, c'est représentée un peu partout dans le monde, c'est l'idée que la science actuellement a changé de caractère. Ça, Lévy Leblond le dit, beaucoup d'autres le disent. C'est une science qui s'unit à la technologie en créant une sorte de chimère à 2 têtes, la technoscience, le mot existe, il est très... Et donc, par cela même, la science fondamentale et la science appliquée sont prises dans un mouvement tout à fait irrationnel. Donc, paradoxalement, la science est prise dans un mouvement irrationnel. Quel est ce mouvement irrationnel? C'est l'efficacité pour l'efficacité, cette commercialisation sans frein, presque obscène, n'est-ce pas, au niveau mondial, ce qui est efficace va être fait quoi qu'il arrive. Ça, c'est une chose terrible. Donc, dans ce contexte, c'est clair qu'une autoréflexion de la science sur elle-même, même si elle est pratiquement impossible, je suis d'accord, l'autoréférence n'existe pas. C'est un problème de logique élémentaire. Mais, en se mettant à sa place, la science, qui est la sienne, qui est à la fois forte et humble, et discutant avec les autres, créer ces perspectives d'éthique, n'est-ce pas, qui peut dépasser ces mouvements irrationnels. Qu'est-ce que vous pensez des comités nationaux d'éthique, par exemple? Est-ce que vous pensez que c'est pertinent par rapport justement à cette définition d'une décision du législateur? Parce que c'est juste en une phrase l'un et l'autre. Est-ce que vous considérez que c'est pertinent ou pas pertinent? Comment vous vous situez par rapport à ça? Écoutez, c'est vrai que l'idée que les représentants des grandes religions ou des traditions religieuses
soit appelé à se prononcer sur des questions d'éthique, ça c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve discutable, mais ce serait une assez longue discussion. D'éthique scientifique, hein. Oui, ou d'éthique tout court. Je veux dire, moi je ne suis pas convaincu que les religieux soient bien placés pour donner des leçons d'éthique comme laïcs. Je ne vois pas très bien leur contribution. Bon, bien entendu, un certain nombre de gens sont religieux et ils font partie de la démocratie, mais est-ce que les traditions religieuses en tant que telles doivent avoir un statut, ou bien simplement la représentation nationale, dans laquelle on trouvera des gens qui sont religieux, forcément. Mais je veux dire, je pense que pour l'éthique, évidemment, le problème de l'éthique, il ne faut pas jeter la pierre que comment dirais-je, aux politiques, parce que les scientifiques ont leur propre, comment dirais-je, leur propre éthique de l'efficacité. C'est-à-dire qu'il y a un culte que j'ai bien connu quand je travaillais aux États-Unis, de la Tour d'Ivoire, qui me préoccupe toujours, qui est nous on fait un travail formidable, on découvre des vérités éternelles utiles au genre humain, et c'est aussi le cas dans la recherche pure. Et voilà, la société n'a qu'à nous payer, et puis on ne se pose pas d'autres questions. On ne se pose pas beaucoup de questions sur la transmission des connaissances, sur l'enseignement, sur la vulgarisation scientifique, et généralement sur l'impact, par exemple, qui pour moi me préoccupe beaucoup, la connexion entre scientifique et militaire. Moi, je vois très peu de questionnements là-dessus, alors que les dangers posés par l'accumulation d'armes et la course aux armements qui est inévitablement engendrée par l'inégalité de développement entre pays qui font que certains pays ont énormément d'armes et d'autres pas, mais ceux qui n'en ont pas voudront en avoir, etc. Donc le problème de la responsabilité des scientifiques pour moi se pose avant tout là. Or moi je vois très peu de questionnements éthiques là. Alors on est très bien pour critiquer l'irrationalité des gouvernements, des chefs d'entreprise, etc. et de dire il faut plus d'argent pour la science. Mais quand cet argent vient du militaire ou quand elle est liée à ce qu'on pourrait appeler la prostitution des sciences, des scientifiques auprès des militaires, il n'y a personne qui se pose de questions éthiques, ou très peu. Et quand on les pose, on vous rit au nez en disant, mais de toute façon, ce qu'on fait est très bien, et on contrôle, etc. Et pour moi, c'est là le grand danger. C'est encore un plus grand danger que les dangers écologiques ou les dangers liés au clonage. Oui, je suis aussi en plein accord avec cette position développée par Jean Bricmont. Ce que je voudrais amener, c'est la question des valeurs, parce que sans éthique, sans valeurs, il n'y a pas d'éthique. Alors, les scientifiques sont devant une question hamlétienne, parce qu'ils ont toujours dit non, niet, il n'y a pas de valeurs dans la science. Nous sommes neutres, la tour d'ivoire dont il parlait. Bon. Donc, ils sont devant un dilemme hamlétien, et on a vu en France, justement dans les débats sur la composition des comités d'éthique, d'un côté la dérive, j'appelle ça une dérive évidente, d'essayer de réduire l'éthique à l'éthique scientifique et plus précisément biologique. C'est l'horreur. Si vraiment l'être humain n'est qu'une machine déterminée par quelques mécanismes, alors là je me demande ce que c'est les valeurs, à quoi ça sert tellement des siècles de civilisation. Bon. De l'autre côté, l'autre extrême, une attitude extrémiste, nous sommes les détenteurs des valeurs, c'est-à-dire les religieux et éventuellement les philosophes. Ces deux attitudes extrémistes que je crois, c'est très nocif parce que ces mouvements irrationnels vont continuer. Mais est-ce qu'on n'a pas envie de... Oui, moi j'ai vu un projet de recherche, je me rappelle de ça, de nouveau je ne trouve pas ça éthique, mais j'ai vu un projet de recherche, c'était à l'époque où j'ai vu aux États-Unis, mais c'était à l'époque où l'Union soviétique existait, où le projet de recherche aux États-Unis disait oui, mais vous savez, les soviétiques étudient beaucoup ce genre de choses. C'était pas de la recherche sur les quarks, c'était des trucs de physique statistique, mais je veux dire, ce type d'argumentation montre que les scientifiques jouent assez cyniquement avec le politique et qu'il y a des questions à se poser chez nous, pas seulement dire aux politiques par ici les sous. Tout ce que je veux dire, c'est que, tout en étant tout à fait d'accord encore une fois, tous les problèmes, c'est qu'on ne peut pas rester assis entre deux chaises à l'infini. Je veux dire, prendre l'état du contribuable d'un côté et ensuite dire non, on n'a rien à voir avec, ça ne ramène rien à l'être humain. Je crois là aussi qu'il peut y avoir une position intermédiaire, une position de conciliation par l'ouverture à d'autres formes de connaissances. Je suis d'accord et je pense qu'on peut... Donc à Dieu. Non, Dieu, je ne sais pas ce que c'est, je ne l'ai pas rencontré, excusez-moi. Non, mais alors à quoi? Qu'est-ce que vous appelez les sciences humaines, la philosophie. D'accord, mais qu'est-ce qui pourrait justifier? Ne vous braquez pas sur la religion ce n'est pas une science. Non, mais qu'est-ce qui c'est la théologie qui est une science humaine. Oui, bon. Excusez-moi, ça s'enseigne. Oui, ça s'enseigne, mais c'est pas pour ça que c'est tout ce qui s'enseigne. C'est une science humaine.
Il y a des sciences humaines comme la sociologie, il y a des sciences humaines comme la philosophie, il y a une activité qui s'appelle la musique, il y a une activité qui s'appelle la poésie. Je crois que l'homme des sciences, il va commencer à avoir une activité d'autoréférence vraie, au moment quand il va s'ouvrir à l'autre. Avant, s'il reste renfermé dans ce monde, il peut dire il n'y a que mon monde, un point c'est tout, le reste ça ne m'intéresse pas. Et alors il va disparaître. En somme, au-delà de la science, il y a quand même une nécessité d'organiser une sorte de, disons, de vision de l'activité humaine. Est-ce que ça ne pousse pas justement à l'existence de sciences humaines ou de sciences qui, disons, d'activités qui ultimement vont devenir une science? Qu'est-ce que vous en pensez? Ah oui, certainement, mais le problème des sciences humaines, c'est que j'ai l'impression qu'il y a une crise latente des sciences humaines. Si vous prenez, mettons, la psychanalyse, elle nous dit énormément de choses, soi-disant, sur les ressorts inconscients de nos représentations et de nos activités. Vous prenez la pédagogie, elle nous explique comment élever les enfants, comment leur enseigner telle ou telle matière. La sociologie va nous renseigner sur les problèmes de société, les conflits, etc., etc. La question, c'est, dans toutes ces disciplines, dans cet immense discours, qu'est-ce qui est vrai? Et je dis que pour pouvoir s'assurer que ce discours est vrai, il me semble que, en tout cas en sciences naturelles, on a les prédictions et les technologies, et pour l'essentiel, prenons la psychanalyse pour prendre un exemple relativement clair, où sont les prédictions, où sont les confirmations expérimentales, où sont les preuves que la thérapeutique comme thérapeutique marche? Si elle marchait comme thérapeutique, j'appellerais ça une technologie, mais où sont les preuves qu'elle marche de façon répétée, systématique, etc. Et donc il me semble qu'on dit beaucoup plus de choses qu'on en sait, pour aller vite, dans le discours des sciences humaines. Et la crise est significative aujourd'hui avec la naissance, je pense, d'une approche plus biologique, plus centrée sur le cerveau, et en particulier, par exemple, de ce qu'on appelle le cognitivisme ou les sciences cognitives, l'étude... Bon, parce qu'on se rend compte qu'il y a des questions qu'on ne se posait pas, et qu'on est en train de se poser, et auxquelles on se rend compte que les réponses sont difficiles, mais qui sont pour moi des préliminaires à l'élaboration de véritables sciences humaines comme celles que j'ai mentionnées avant. Quelles sont ces questions? Comment un enfant apprend-il le langage? Comment faisons-nous pour rattraper un ballon de football qui vole dans l'air? Quels sont les calculs que nous faisons dans notre tête pour voir le mouvement de la balle et des choses comme ça? Comment percevons-nous? Comment reconnaissons-nous les visages, etc., etc. Et donc, il y a des questions dont on se rend compte qu'elles sont en fait, dès qu'on les pose scientifiquement, très très difficiles. Il est très difficile de répondre, mais d'une autre façon, il semble que ces questions sont beaucoup plus simples que de répondre à toutes les questions sur les problèmes sociaux, comment élever les enfants. Et donc, je pense que la crise va se préciser quand les gens se rendront compte qu'on a donné des réponses à des questions auxquelles on n'a pas vraiment de réponse, et qu'en fait, on n'a même pas de réponse à des questions plus simples, mais qu'on commence à aborder ces questions simples, et on va peut-être arriver là à un discours plus modeste, parce qu'on parle de modestie dans les sciences naturelles, mais je pense qu'il y avait une grande immodestie dans les sciences sociales, ou enfin sciences humaines, qui consistait à pouvoir répondre à toutes sortes de choses, de se rendre compte qu'on n'a pas tellement de réponses, et que le comportement humain n'est pas nécessairement qu'on ne peut pas entièrement l'analyser de façon scientifique. C'est même pas évident que ce soit possible d'avoir réellement une analyse scientifique de l'ensemble du comportement humain, comme on a parfois l'impression que c'est le cas quand on écoute certains discours sociologiques ou psychanalytiques qui sont alors très réducteurs, très déterministes. Mais est-ce qu'on peut pas dire que tout compte fait, les sciences humaines ne sont pas prédictives? Par exemple, pour reprendre la psychanalyse dont vous parliez, il n'y a pas de notion de prédiction. On ne peut faire qu'une analyse. Oui, mais oui, bien sûr. Mais le problème, c'est comment tranche-t-on entre théories concurrentes? Après tout, la psychanalyse, d'abord, elle-même est diversifiée. Vous avez Freud, vous avez Jung, vous avez Lacan, vous avez d'autres, des sous-disciples, etc. Alors, qui dois-je croire? C'est ça ma question. Je suis dans une situation où on a du mal à trancher. Et je pense que vous avez le même problème dans toutes les sciences humaines, et qui est lié au fait, justement, qu'on n'a pas un niveau de connaissance suffisant, on n'a pas assez de tests d'observation, de prédiction, on n'a pas assez... ou bien simplement, le sujet d'étude est trop compliqué. Je pense qu'il y a une volonté que moi-même j'ai de répondre à un certain nombre de questions, et on n'a pas de réponse à ces questions. Sarah, vous les avez, les réponses? Tout d'abord, je voudrais faire une remarque sur le plan du langage. Oui.
parce que c'est très intéressant, il me semble, peut-être là la réponse esquisse d'elle-même. Quand on dit science exacte et science humaine, est-ce que cela veut dire que la science exacte est inhumaine? Mais ça, c'est le jeu de mots que l'on fait d'habitude. Bon. On dit science dure, continuons le petit jeu linguistique et on verra bien. On dit science dure et science molle. Je ne vais pas insister sur la connotation psychanalytique évidente de ce qui est dur, ce qui est mou. Bon, c'est drôle. Après le discours de... Là, est-ce que ça continue l'évidence? Science dure, science molle. Non, je pense que là, vous avez simplement une connotation qui est un peu méprisante de la part de certains scientifiques. Mais je continue ce petit jeu de langage. On dit science à quelqu'un, au singulier. Qu'est-ce qu'il va penser? Il va penser science exacte. Oui. Automatiquement, pratiquement. Oui. Donc on voit ici des glissements de science langage, expérimentale plutôt. Des glissements de langage assez extraordinaires qui, à mon avis, ont une racine historique très intéressante, qui est la séparation entre la science et la culture au moment de la Renaissance, et ce qui a été extrêmement bénéfique, il faut bien le dire, pour la science, parce qu'elle a pris son autonomie, elle a pu se développer. Maintenant, on peut se poser la question, parce que les choses bougent, les choses changent, est-ce que la science, dans ces mouvements d'unification avec la technologie, en donnant la culture, il faut dire les mots technoscientifiques, est-ce que ce n'est pas une sorte de suicide de la science qu'elle est en train d'opérer? C'est une question, je ne donne pas de réponse. Mais je crois que des fois, les questions sont meilleures que les réponses. Tout ce qui est actuellement en position de séparation, science exacte, science humaine, c'est s'engager dans ces mouvements irrationnels de la technoscience, sans aucune réflexion, sans aucun dialogue avec les autres connaissances qui sont là depuis des siècles. Il ne faut pas oublier, ces sciences humaines sont là depuis des siècles. Qu'est-ce que cela veut dire que la philosophie n'est pas une science, par exemple? C'est une aberration sans nom. Non, le problème que l'on discutait avec Jean, non, mais c'est pas vous, c'est pas vous. Non, je veux dire, non, ce qui m'intéresse, simplement, voilà. Science exacte. C'est pas une science exacte. Ça veut dire quoi exactement? Non, mais le problème est sur la terminologie, puisque vous vous placez sur le terrain de la terminologie. Y a-t-il objectivement des sciences humaines, c'est-à-dire je crois qu'il y a des sciences humaines comme il y a des sciences mathématisées, oui. C'est-à-dire, non, parce que le problème que je posais à Jean, c'est un problème qui était lié ultimement à une notion de vérité. Bon, non, attendez. Si. Là, nous parlons en science des validités de nos propositions, des validités de nos théories. Ceux qui parlent de vérité, c'est des gens qui font de la transcendance sans les savoir. Non, bon, je suis pas d'accord. Sans les savoir, bien sûr que ceux qui emploient ces mots, ils ne sont pas d'accord. Bon, alors, mais les mots sont les mots, c'est la validité des théories, c'est-à-dire nous avons une série de recettes opératoires, mathématiques, une méthodologie, on essaie de l'appliquer, on fait des expériences. Dans les sciences humaines, ils ont d'autres recettes, ils essaient de les appliquer. Alors, qu'est-ce qu'ils disent les adversaires des sciences humaines? Parce qu'il y en a des adversaires des sciences humaines. Ils disent, ces sciences humaines, ce n'est pas des sciences parce qu'ils n'ont pas de formalisation mathématique, parce qu'ils prédisent rien, parce qu'ils n'ont pas l'expérimentation, ils n'ont pas les critères de vérité. Et c'est là le glissement terrible. En quoi la vérité peut concerner l'être humain? Est-ce qu'on a une formulation de l'être humain? Est-ce qu'on on sait ce qu'on a? Il faut faire attention. Je crois qu'il faut, et là c'est un débat sérieux, ce n'est pas un débat simplement d'universitaires, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a, où il y a l'enjeu? Je crois que l'enjeu, c'est que si la science se renferme en elle-même, la science exacte, elle va dériver vers un totalitarisme tel que c'est dérivé déjà dans l'histoire. Les nazis se réclamaient de la science. Les communistes se réclamaient de la science. D'une science. D'une science, mais dès la science, les mots exacts, vous lisez les fondateurs. Je les étudiais, j'étais obligé de les étudier, je parle des fondateurs du marxisme-léninisme. Bon, et c'est absolument clair que si la science exacte se renferme en elle-même, elle a deux solutions. Soit elle devient inhumaine, elle ne parle pas de l'humain, les valeurs, ça ne les regarde pas, soit elle récupère une structure de l'humain. C'est-à-dire, il dira, voilà, l'homme c'est ça. Les gènes, les molécules, les atomes, les neurones.
Et ça sera horrible, c'est ça les camps de concentration. Moi, je ne suis pas un adversaire des sciences humaines. Je ne crois pas que les gens qui font des sciences cognitives sont des adversaires des sciences humaines. Je ne crois pas que les gens qui font de la psychologie expérimentale sont des adversaires des sciences humaines. Simplement, ces gens-là considèrent qu'il faut repartir à zéro, répondre à des questions auxquelles on n'a pas de réponse pour le moment, et oublier les réponses que donne la psychanalyse qui peut vous expliquer tout ce que vous faites. Alors prenons, je ne sais pas, un problème qui est humain, tragique, etc., l'autisme ou des maladies psychologiques graves. Ben, pendant très longtemps, on a eu des explications psychanalytiques ou environnementalistes par l'environnement, par l'éducation, par les parents, etc. Maintenant, on se rend compte qu'un certain nombre de ces maladies ont en fait des bases génétiques. Alors, qu'est-ce qui est le plus humain des deux? Qu'est-ce qui est le plus totalitaire des deux? Culpabiliser les parents parce qu'ils ont créé un environnement psycho, machin chose qui engendre tel ou tel problème, ou bien reconnaître la réalité, connaître la réalité des choses qui est, mettons, la base génétique. Mettons que ça se développe, mettons qu'on découvre que d'autres troubles qu'on ne connaît pas maintenant ont une base génétique. Qu'est-ce qui est le plus humain? Connaître la vérité? Ou bien avoir la connaissance de la nécessité? Oui, mais voilà. Soulager les parents. Voilà, mais si on avait culpabilisé avant, au nom d'un discours sur l'humain, sur la spécificité de l'humain, on n'est pas des molécules, on n'est pas des gènes, on n'est pas patati patata, mais en réalité on l'est, et mieux vaut savoir ce qu'on est. Imaginons que dans 2-3 siècles, il n'y aura plus de sciences modernes telles que nous l'avons connue, telles que nous la connaissons. C'est très possible. Toute forme culturelle est une forme mortelle, on le sait bien, ça apparaît, ça disparaît, ça apparaît, ça disparaît. Mais je crois que même si la science moderne disparaît, quelque chose d'extraordinaire va rester. Ce que j'appelle l'esprit scientifique, justement. L'esprit scientifique, c'est-à-dire ne croire personne. Ne croire en personne et ne croire que ce qu'on peut vérifier soi-même. Et ça, je crois que vous êtes d'accord là-dessus, tous les deux. Mais c'est très important, c'est au niveau d'un questionnement qu'on peut passer aux gens de toute autre profession que les scientifiques. Cet esprit scientifique, je crois, c'est un des plus hauts acquis de la science, de l'aventure de la science. Je crois que c'est quelque chose qui mérite d'être connu, qui n'est pas connu, l'esprit scientifique. C'est pas que la science n'est pas connue, la science est dans toutes les rues. Bon, on parle de ça, mais on comprend très peu, à vrai dire. On comprend, l'homme de la rue comprend pratiquement rien. Ça, c'est bon, vrai. Mais je crois que ce qui manque, c'est l'éducation. Je vous dis quelque chose qui peut vous choquer complètement. Je suis convaincu que la mécanique quantique, par exemple, peut s'enseigner aux élèves même d'école élémentaire, si on se prend bien. C'est-à-dire avec les outils du langage qui sont appropriés aux enfants, etc. Donc c'est une question d'éducation. Et c'est seulement cette éducation qui va créer des êtres capables de communiquer, c'est-à-dire s'ouvrir à ce que nous appelons, plusieurs dans ce monde, l'esprit transdisciplinaire. C'est-à-dire communiquer entre les différentes disciplines sans aucune prétention d'autorité et de hiérarchie. C'est-à-dire là, c'est la science exacte, là, c'est les sciences humaines, là, c'est la poésie, et là-bas, c'est la philosophie. Non. C'est des visions différentes de la même réalité, pas du réel. On confond aussi les mots de réel avec la réalité. La réalité, c'est ce qui résiste. Le réel, c'est ce qui est. Point. Donc là, on ne peut pas parler du réel parce qu'il est caché pour toujours. Mais la réalité, on peut en parler. Et cette réalité, il faut bien comprendre dans cette civilisation qui est dominée par les singuliers, toujours les singuliers. La science, la vérité. Non, il y a les sciences, il y a les vérités, et dans ces visages multiples de la réalité, peut-être qu'on aura une chance de survivre.